Alors, l'action du génocide a été donc menée par l'État, mobilisant tous les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains, évidemment avec la JRR. C'est un crime bien préparé, c'est un génocide pur et simple, comme il est défini par la The Burundi 1972 Genocide Commemoration Conference in Toronto, Canada. Our next presenter that I have the honor to introduce is Dr. Fabien Tshisahayo. Fabien is a professor of French as a second language at Royal Military College of Canada in Kingston. When he arrived in Canada, 33 years ago is when he arrived in Canada. Fabien held a bachelor's degree in French language and literature. He subsequently earned a master's degree and doctorate in communication from the University of Montreal. And having taught communication courses at several Canadian universities, he has been working for the Department of National Defense, RMC Kingston, for the past 3 years. Fabien is also a very community involved, and he has been part of this preparation. I would say maybe half of the work was involved him and him helping to get things done and organized. Please join me in welcoming Dr. Fabien. I want to highlight that Dr. Fabien, as we say in Kirundi, so the word is Fabien, the mouth is Fabien, but the word is from the person who sent Fabien. We had on the plan Father Jean Chrysostome, who was going to present on his topic as another priest who also is a witness of the genocide. But unfortunately, the visa to come to Canada took too long, so he has delegated Dr. Fabien to present on his behalf. I hope Fabien will be a faithful translator of Father Jacques Chrysostome's desire. Thank you, and help me welcome Dr. Fabien too. Merci beaucoup. So unfortunately, I'm doing my presentation in French parce que je ne parle pas anglais comme il faut. Alors, j'ai eu l'honneur de connaître l'abbé Bidani Jean Chrysostome à la lecture de ce livre qui a été publié en 2008 et c'est intitulé « La vérité et l'amour, un défi moral pour la réconciliation d'un peuple divisé ». Au départ de ce livre, il y a un témoignage au sujet d'une déclaration qui a été faite en France, à Drancy, c'est en banlieue de Paris, par l'épiscopat de France. L'épiscopat de France, en 1975, a sorti cette déclaration. Ils ont intitulé ça la déclaration de Drancy, parce qu'à Drancy, en banlieue parisienne, c'est là qu'on rassemblait les Juifs qu'on menait vers les camps de la mort. Des trains entiers les emportaient vers les camps de la mort en France, en Allemagne, en Autriche, partout. Et l'Église de France a reconnu 30 ans après que malheureusement, en tant qu'institution, elle n'a jamais pris la parole ou posé des gestes pour sauver des Juifs. Et donc, la déclaration de Drancy est une demande officielle de pardon de l'Église catholique de France à l'égard de la communauté juive qui a été l'objet de l'Holocauste. L'Église a reconnu qu'individuellement, des religieux ou des religieuses ont crié, ont pris position pour la vie des Juifs, mais que l'Église, en tant qu'institution, n'a jamais eu le courage d'une prise de parole ou n'a jamais eu le courage de défendre les Juifs. Alors, l'abbé Minani Jean Chrysostome fait exactement la même réflexion au sujet de l'Église du Burundi et dit « L'Église du Burundi doit au peuple burundais une déclaration du type déclaration de Drancy. » Parce qu'en 1972,
quand on menait des milliers de personnes à la mort, l'Église, en tant qu'institution, n'a pas été capable de tenir une parole prophétique ou de poser des gestes de nature à sauver des vies. J'ai eu donc une demande de la part de l'abbé Minani, Jean Chrysostome, que j'avais moi-même proposé pour qu'il participe à cet événement. J'ai eu le privilège de recevoir de lui un texte, celui qui ne pourra pas présenter aujourd'hui. Et c'est donc cet honneur que j'espère que je serai à la hauteur pour présenter le propos de l'abbé Jean Chrysostome Minani. Voici le plan de la présentation. La première partie, c'est 5 parties. La première partie, la vérité et ses exigences. Deuxième partie, reconstituer la vérité historique. Troisième partie, les défis inédits de la réconciliation. Quatrième partie, des mémoires blessées à la réconciliation. Et je vais tirer une conclusion. C'est moi qui ai proposé ce titre. Un autre monde est possible. Et je tire ça j'emprunte cette idée à un poète français, Paul Éluard, qui disait un autre monde est possible et il est dans celui-ci. Il y a un autre avenir possible pour le Burundi et nous devons tous contribuer à faire émerger ce monde possible. Première partie donc, la vérité et ses exigences. L'objectif de l'abbé Jean Chrysostome Minani, c'est de semer et jeter les bases de la réconciliation sociale en général et du pardon entre les victimes et les bourreaux, auteurs du passé douloureux en particulier. Il est habité par la conviction que les blessures et les traumatismes laissés dans la mémoire seront guéris en partie par le pardon demandé par le bourreau et accordé par la victime et soutenu par la vérité. Alors, les bases de la réconciliation, jeter les bases de la réconciliation. Il s'agit de guérir les blessures et les traumatismes laissés dans la mémoire collective. La démarche, c'est d'abord la demande de pardon. Demande de pardon de la part des criminels, un pardon accordé par les victimes, mais ce pardon ne peut être soutenu que par la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que la vérité soit révélée, il faut qu'on travaille ensemble à faire émerger la vérité, afin que ce geste de demande de pardon et ce geste de don de pardon soit possible. Étymologiquement, pardon signifie un don supplémentaire. Un don supplémentaire. Et le pardon soulage donc les bourreaux, et soulage aussi les victimes parce que c'est un poids en fait. C'est un poids que les deux portent. Alors, la vérité et ses exigences, l'abbé Jean Minani part d'une exhortation apostolique du pape Paul VI, une exhortation sortie en 1975 et intitulée « L'évangélisation dans le monde moderne ». Le pape Paul VI exhorte les chrétiens du monde moderne en ces termes. Le prédicateur de l'évangile sera quelqu'un qui, même au prix du renoncement personnel et de la souffrance, recherche toujours la vérité qu'il doit transmettre aux autres. Il ne trahit jamais ni ne dissimule la vérité par le souci de plaire aux hommes, d'étonner ou de choquer. Il ne refuse pas la vérité, il n'obscurcit pas la vérité révélée par paresse de la recherche, par commodité ou par peur. Donc il y a donc une exigence de la vérité, et cette exigence de la vérité signifie d'abord la rigueur dans la recherche de cette vérité, et la disposition à révéler cette vérité, même au prix du martyre. Je continue avec la suite, c'est-à-dire reconstituer la vérité historique. Quel est le rôle des historiens? Quel est le rôle des criminels et des victimes des crimes?
les historiens doivent naviguer entre la tentation de l'apologie, c'est fait parce que ça devait être fait, et la tentation de la culpabilité collective indue. Par là, je veux dire que il ne faut pas considérer que tous les enfants des criminels portent le crime. La culpabilité n'est pas généalogique. Il ne faut pas considérer que tous ceux qui appartiennent à l'autre ethnie portent le poids du crime. La culpabilité est individuelle. Pour ce qui est des auteurs des crimes et des victimes des crimes, leur rôle consiste à mettre en évidence les faits sans complaisance. Avec cette demande supplémentaire qui consiste à réprouver les actes de discrimination entre les hommes et entre les peuples, ces mêmes actes qui aboutissent au mépris, au crime et aux exclusions. Alors, reconstituer la vérité historique, donc pour les historiens, il s'agit de mettre les faits sur la table, sans jugement moral, pour permettre justement aux criminels et aux victimes d'avoir du matériel à partir duquel demander pardon et à partir duquel accorder le pardon. Alors, les défis inédits de la réconciliation. Les peuples attelés à rechercher la vérité et la réconciliation sont toujours confrontés à tout type de peur. Première peur, c'est la peur de confronter la vérité. Dans cette optique, les bourreaux vont toujours chercher à décréter la suppression, erasure en anglais, d'une histoire douloureuse, souvent de souvenirs traumatiques. Et pour cela, un auteur qui s'appelle Robert Schweitzer, que cite l'abbé Minani, dit avant tout, la réconciliation n'est pas une paix précipitée et ne peut être obtenue en supprimant ou en gommant les souvenirs d'une histoire de douleur et de souffrance et en déclarant que désormais tout sera en paix. On essaie alors d'évacuer de la vue et de la mémoire une histoire douloureuse et difficile, espérant ainsi offrir à toutes les parties un nouveau départ. Souvent, les victimes de cette histoire sont exhortées à pratiquer le pardon chrétien. Comme on peut s'y attendre, cette version de la réconciliation est souvent proposée par ceux qui sont les auteurs de la violence ou par ceux qui craignent que le souvenir du passé ne provoque de nouvelles violences. Alors, au lieu d'établir la paix, on banalise la souffrance des victimes. Cela revient à dire que les épreuves n'ont pas d'importance, que les victimes ne comptent pour rien. En oubliant les souffrances avec tant de hâte, on oublie les victimes et les causes des souffrances ne sont jamais dévoilées ou affrontées. Vous vous rappelez, on nous disait celui qui ne pardonne, celui qui n'oublie pas, ne peut pas faire communauté. Agafu et Kawazguivu. Ce qui est mort ne peut être... donc, seule la terre peut répondre des gens qui sont morts. Comme si, en fait, la souffrance des gens était banale, qu'il fallait oublier ça et passer à autre chose. Le deuxième piège auquel sont exposés les gens qui entreprennent cette démarche, c'est la peur d'affronter les morts innocents. Les morts sont têtus. On peut faire taire les vivants, mais on ne peut pas faire taire les morts. Les morts sont bruyants. Les morts hantent les vivants, surtout les bourreaux. Donc, la tentation de dire « Oh non, on ne peut pas en parler parce que... » En fait, c'est le bourreau qui dit le crime, qui est hanté par le crime et qui dit « Les gens ne peuvent pas oublier. Les gens ne peuvent pas oublier, mais les morts, eux, ils continuent à parler. » La troisième tentation, c'est la peur devant l'ampleur des crimes. Souvent, les gens se disent « Le crime était tellement horrible que les gens ne peuvent pas pardonner. C'était tellement monstrueux que les gens ne peuvent pas pardonner. »
Et, la dernière limite, c'est le scepticisme quant à la capacité des victimes à pardonner. Est-ce qu'ils pourront vraiment pardonner ces gens? C'est-à-dire qu'on ne croit pas à la sincérité des victimes quand elles disent qu'elles sont capables de pardonner. Alors, la réconciliation est donc une épreuve, et c'est une épreuve hantée par les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il y a des preuves évidentes de la préméditation de ce crime. L'une des preuves, elle a été recueillie par l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana dans son livre « Bujumbura, mon amour ». Et il parle des propos d'un Tutsi rwandais qui était réfugié au Burundi et qui, légèrement avant 1972, a dit, et l'auteur a été témoin de cette déclaration, même dans ce dernier pays, je cite, même ce dernier pays, le Burundi, un nettoyage n'allait pas tarder pour réduire le nombre inquiétant des Hutus. À plusieurs reprises, le Rwandais a parlé de nettoyer les Hutus du Burundi, comme on dirait nettoyer la cour ou la maison. Deuxième preuve de la préméditation du génocide, c'est un témoin qui a participé à une réunion que le ministre Albert Chiboura a organisée à Nyanzalak le 27 avril 1972, c'est-à-dire quelques jours avant le déclenchement du génocide. Et le ministre Chiboura a dit exactement ceci, je cite, « Je viens vous transmettre ce que le président de la République m'a demandé de vous communiquer. En regardant soigneusement ce qui s'est passé au Rwanda, nous voyons que les Hutus sont devenus si nombreux et dangereux que nous pourrions être comme au Rwanda. C'est pourquoi nous avons décidé de les diminuer le 1er mai, en laissant tout simplement les paysans qui n'ont pas fait des études. » C'est un témoignage qui a été recueilli par Kavakure Laurent dans une publication récente. Et c'est, je pense que c'est dans les années 2000 qu'il a fait cette publication. Il y a donc des preuves évidentes de l'implication de l'État dans le génocide. Alors, l'implication de l'État est donc aussi visible dans l'établissement des listes avant le génocide. Il y a eu des listes établies avec notamment les biens de ceux qui allaient mourir. Et aussitôt après le déclenchement du génocide, on s'est précipité pour prendre qui une maison, qui une voiture, qui mettre la main sur un compte en banque. Et donc, en quelques instants, tout avait disparu. Et donc, les survivants étaient complètement dépossédés des biens qui auraient pu les aider à survivre. Alors, l'action du génocide a été donc menée par l'État, mobilisant tous les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains, évidemment avec la JRR. C'est un crime bien préparé, c'est un génocide pur et simple, comme il est défini par la Convention du 9 décembre 1948, concernant la prévention et la répression du crime de génocide. Et on définit donc le crime de génocide comme un crime contre l'humanité, une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile en raison de son appartenance politique, raciale, etc. Mais le génocide est un crime imprescriptible. Donc, c'est-à-dire que c'est un crime qui ne peut pas ne pas être poursuivi à raison du fait que la loi ne permet pas que les faits établis, les faits reprochés soient abandonnés. La prescription en droit est un mécanisme légal permettant d'acquérir un droit, on parle alors de prescription acquisitive, ou d'étendre une obligation, une action en justice.
On parle alors de prescription extinctive. Ça veut dire que, par exemple, on peut dire à partir de 30 ans, quelqu'un qui possède une maison qui ne lui appartient pas ne peut plus être sommé de restituer la maison. Par exemple, à partir de 30 ans, on ne peut plus poursuivre tel criminel. Donc, c'est un délai. À partir de ce délai, on ne peut plus rien faire contre les criminels. Alors, puisqu'on me dit que il va falloir que j'accélère, je vais juste parler de la dernière partie du texte que m'a soumis l'abbé Minani. Alors, donc je vais parler juste les dernières diapositives pour dire ceci. D'abord, quelle forme de justice devrait être appliquée? Il y a la justice divine, ça on la laisse entre les mains de Dieu. Quand les criminels comparaîtront, ils répondront de leurs actes. Mais il y a aussi la justice humaine. Et je dis que dans la justice humaine, ce crime n'est pas prescriptible. Ça veut dire que les criminels continueront à être poursuivis tant qu'ils seront en vie. Alors, l'abbé Jean Minani parle de pardon. Et parlant de pardon, il dit, nous n'avons pas le choix. Nous devons pardonner pour reconstruire. Et pour reconstruire, il faut que ce pardon soit accordé à des gens qui le demandent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Alors, mais ne pas accorder de pardon aussi pour l'abbé Jean Minani, citant un philosophe du nom de Vladimir Yankelevitch, ne pas pardonner, c'est comme une sorte d'orgueil qui signifie « moi, je suis supérieur à ce bourreau. Je suis plus humain que ce bourreau. » Et je cite cette pensée du philosophe Yankelevitch. Il y a un principe d'orgueil dans la rigueur impitoyable de celui qui ne pardonne pas. Refuser le pardon, c'est récuser toute ressemblance, toute fraternité avec le pécheur, comme si on était d'une autre essence que le fautif, c'est-à-dire d'une essence infiniment plus élevée. Donc, on pardonne pour reconnaître l'humanité dans celui qui a péché, dans celui qui a commis la faute, pour dire nous sommes humains, nous sommes tous les deux humains. C'est comme une façon de le restituer à l'humanité, de le rendre à l'humanité, parce qu'il s'est comporté de façon monstrueuse, mais il est quand même humain. Donc par ce geste, je le ramène dans la famille humaine. Alors le pardon, je vais terminer par cette évocation. On dit souvent, oui, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la réconciliation est possible? Il y a un encadrement juridique à cette réconciliation. La loi qui institue la commission Vérité et Réconciliation, elle définit un certain nombre de démarches pour la réconciliation. Mais au-delà de la dimension juridique et de la dimension politique, il y a des démarches qui peuvent être faites par des individus habitant les mêmes localités, habitant les mêmes collines, qui savent qui a fait quoi, qui savent qui a souffert de quoi. Et cette démarche a commencé au sein du diocèse de Muyinga. On a créé un comité réconciliation dans ce diocèse, et chaque paroisse a un comité de 7 personnes chargées justement de cette démarche de réconciliation. Alors, les personnes qui veulent se réconcilier sont accompagnées par cette équipe de 7 personnes, et à chaque année, il y a une journée de la réconciliation, et pendant cette journée, on a déjà parcouru les paroisses d'Onhega, Mukenge, Gitaramuka, maintenant bientôt c'est la Muyinga. On organise une journée pendant laquelle les gens qui ont été accompagnés pendant une année demandent officiellement pardon devant tout le monde, et où les victimes accordent ce pardon devant tout le monde. Ça veut dire qu'au-delà des politiques, au-delà des considérations politiques et juridiques, il y a des démarches qui sont faites dans les communautés de base et qui permettent de penser les blessures de l'histoire. Je vous remercie.